Bonjour tout le monde, cette vidéo est la 10e d'un tutoriel qui comprend 15 parties et qui est destiné à apprendre Arduino aux débutants. Alors dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser le simulateur Tinkercad qui permet de faire des montages Arduino et de simuler leur fonctionnement. Et on appliquera ce qu'on a appris avec un montage qui simulera l'ouverture électronique d'un coffre avec un code. Voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro. Alors, avant de voir le programme d'ouverture électronique d'un coffre, on va d'abord regarder comment on utilise Tinkercad pour faire des simulations d'Arduino. Alors, la première chose que vous aurez à faire, c'est copier le lien que je vous ai mis dans la description de la vidéo, qui contient le lien vers le site. Et quand vous allez arriver, quand vous allez entrer ce lien dans votre barre d'adresse, vous allez arriver sur le site. Et la première chose à faire, évidemment, ça sera de s'inscrire. Alors, pour avoir la version gratuite, il faudra s'inscrire dans la partie « Créer un compte personnel ». Et puis là, vous vous inscrirez avec soit une adresse mail, soit avec un compte Google, soit avec Apple. Il y a d'autres options, Microsoft ou Facebook. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça et que vous avez bien pris l'option compte personnel, vous aurez accès à l'application de façon gratuite. Alors, une fois que vous êtes inscrit, vous vous connecterez et quand vous allez vous connecter, vous allez arriver sur cette page-là où vous allez avoir trois possibilités de création parce qu'en fait, Tinkercad ne fait pas que de la simulation de circuits électroniques Arduino. Vous pouvez aussi faire des conceptions 3D ou des codes blocs. Alors les codes blocs, en fait, ce sont des programmations pour animer des objets en 3D. Et moi, je ne l'utilise pas pour ça. Vous savez que moi, pour les conceptions 3D, j'utilise Fusion 360. D'ailleurs, je fais aussi des tutoriels là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon, au cas où ça vous intéresserait, Fusion 360, c'est un logiciel très puissant de conception 3D et qui vous permet de créer des objets en 3D et ensuite de les imprimer ou de les usiner. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Donc je reviens ici à la page. Donc les projets que vous avez réalisés sont ici. Donc voilà, moi ici il y a tous mes projets Arduino. Et on va regarder ensemble comment que ça se passe pour créer un projet et simuler donc un montage Arduino. Alors il faut savoir que il existe plusieurs simulateurs, mais moi je recommande Tinkercad pour plusieurs raisons. D'abord, il est gratuit, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Hein. Ensuite, il est très ergonomique, il est très bien fait, il est très complet, et surtout, il est le reflet exact des Arduino. C'est-à-dire que si un projet fonctionne sur Tinkercad, il fonctionnera sur votre Arduino et inversement. Et d'ailleurs, on peut faire des copier-coller de code et ça marche très bien et c'est même souvent comme ça que je fais. Alors, pour créer un montage, en fait, on va faire donc sur création circuit, ici, et on arrive sur une page blanche, en fait, sur laquelle vous allez pouvoir installer des composants. Alors ici, vous avez un petit onglet avec une liste déroulante. Vous avez la possibilité de mettre soit les composants de base, que je vous recommande pour débuter. Vous avez tous les composants qu'on trouve dans le kit de démarrage. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de mettre tous les composants. Donc là, il y en a beaucoup plus. Donc, vous voyez, il y a toute une série de composants en plus. Donc, il est relativement complet. Hein, il y a beaucoup de choses. Vous avez aussi la possibilité de faire des circuits Arduino tout prêts. Donc, dans lesquels vous allez avoir le montage qui est tout prêt et le code qui est tout prêt. Ça vous permettra surtout au début de pouvoir vous balader un peu là-dedans, regarder comment sont faits les circuits et surtout comment sont faits les codes associés à ces circuits. Alors, nous, pour démarrer aujourd'hui, on va partir sur les composants de base et on va mettre, la première chose qu'on va mettre en cliquant dessus, c'est
bien évidemment une carte Arduino. Et ensuite, on va mettre une platine, ce qu'on appelle le breadboard, dans lequel on va pouvoir implanter des composants et les relier à la carte Arduino. Alors, on va faire un petit circuit très simple pour démarrer. On va prendre une LED. Donc pour ça, on prend la LED, on clique dessus. Ensuite, on peut la balader sur la carte. On va la mettre par exemple ici. Je fais un petit rappel, mais ça je l'avais expliqué dans la vidéo numéro 1, que dans une breadboard, tous les trous qui sont alignés ici sont reliés ensemble. C'est comme si c'était le même trou. Hein, donc ça c'est pour les parties intérieures de la breadboard. Et pour les parties extérieures, donc on met les alimentations, le moins et le plus, la terre et le plus, tous les trous qui sont alignés horizontalement sont reliés entre eux. Voilà, ça c'est un petit rappel, hein, mais j'en avais déjà parlé dans la vidéo numéro 1. Donc une fois qu'on a mis cette LED ici, et ça c'est vrai pour tous les composants, quand on clique sur un composant, il y a une petite fenêtre ici qui permet soit de donner un nom particulier au composant, si on le souhaite, mais qui permet pour certains composants, par exemple la LED, de choisir certaines options. Donc là, par exemple, je peux choisir la couleur de la LED. Donc là, j'ai différentes couleurs. Je peux mettre du vert, du jaune, du orange, etc. Donc je vais mettre, par exemple, du bleu. Ça, c'est vrai pour l'intégralité des composants. À chaque fois que vous cliquez sur un composant, vous aurez la possibilité de faire varier un certain nombre de ces paramètres. Alors ensuite, on va rajouter une résistance. Vous savez que quand on met une LED, il faut la brancher avec une résistance en série de 220 volts. Donc là, je prends une résistance, donc je clique sur la résistance, je l'amène où je veux. Alors, je vais la mettre ici, par exemple, pour le moment. Je vais la faire tourner sur elle-même. Donc pour ça, quand on veut faire pivoter un composant, eh bien, on a ce petit bouton ici. Voilà. Je vais l'aligner avec la sortie anode de ma LED. Donc, vous voyez ici, ça veut dire que comme la sortie anode de ma LED et l'entrée de ma résistance sont sur la même ligne verticale, c'est comme si elles étaient raccordées entre elles. Hein, c'est le principe de la breadboard. Ensuite, eh bien, ce que je vais faire, je vais tirer un câble qui va aller de la partie cathode de ma LED, c'est-à-dire la borne moins. Donc là, je peux commencer à n'importe lequel de ces trous, ça sera la même chose. Donc, je clique. Ensuite, avec ma souris, je vais faire un petit schéma comme ça, jusqu'à la borne moins, c'est-à-dire mon ground. Alors là, à chaque fois que vous cliquez, vous faites un angle. Okay, alors, dans un premier temps, ne vous préoccupez pas trop si c'est beau ou c'est pas beau, parce qu'ensuite, une fois que vous avez cliqué sur la position finale, ici c'était le ground, vous avez la possibilité ici de vous accrocher à tous les angles et de tout redresser, et vous avez même des petites lignes bleues, horizontales et verticales, qui vous permettent de faire quelque chose de très propre. Donc une fois que vous avez fait ça, hop, je m'aligne horizontalement et verticalement, et donc là je sais que mon circuit, enfin mes lignes ici sont bien verticales et horizontales. Je peux changer la couleur de mon fil, là puisque on est sur du ground, je vais mettre noir, donc ici vous avez toutes les possibilités de couleurs, donc là je vais mettre noir, et voilà, j'ai fait mon raccordement ici qui est propre de la cathode de la sortie moins de ma LED jusqu'au ground de ma carte Arduino. Je vais faire pareil pour alimenter la LED en plus. Donc là, je rappelle, mes deux sorties ici, c'est comme si elles étaient connectées. Je vais donc mettre du 5 volts ici. Donc là, c'est pareil, je tire un fil. Donc pour l'instant, je ne fais pas trop attention à l'alignement, c'est pas grave, là j'exagère volontairement. Je me raccorde au 5 volts. Je vais mettre mon fil en rouge, puisque c'est du plus 5 volts. Et ensuite, je m'aligne bien en reprenant tous les angles. Et je vais m'aligner jusqu'à être parfaitement horizontal et vertical. Et pareil pour celui-là. On est bon. Et voilà. Et donc là, vous avez un circuit qui est propre avec une alimentation, une terre, une LED et une résistance. Alors, maintenant, ça c'est pour la partie connexion et ça marche. Il n'y a pas plus simple
que ce simulateur, tous les composants, on les positionne et on les raccorde de la même façon. On les prend, on les met sur la plage de travail, soit directement sur une breadboard, soit à l'extérieur quand on ne peut pas les mettre sur la breadboard. Ensuite, on va à chaque extrémité du composant. Ils sont tous indiqués, ils sont tous indiqués avec cathode, anode, il y a le plus, la terre, le signal. Vous avez toutes les indications quand vous survolez avec la souris les extrémités d'un composant. Et ensuite, pour les raccorder à la carte Arduino, on tire les fils en cliquant sur une des positions de la breadboard. On fait le circuit que l'on veut, le trajet que l'on veut. Ensuite, et jusqu'à la finale, c'est-à-dire la position que l'on veut mettre sur sur la carte Arduino. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut ensuite s'occuper du code. Donc là, on a fait la connexion et maintenant, on va regarder le code. Alors, pour le code, on clique ici sur le bouton code et on voit que apparaît le code sous forme de bloc. Alors, ce qu'il y a de bien avec Tinkercad, c'est que vous avez trois possibilités. Soit vous allez pouvoir programmer sous forme de bloc, soit vous allez pouvoir programmer sous forme de bloc, mais vous avez le texte qui se met aussi ici, d'accord? Ou alors, et moi je vais vous conseiller de faire comme ça, vous pouvez programmer directement sous forme de texte. Alors, pourquoi je vous recommande d'apprendre à programmer directement sous forme de texte? Parce que les blocs, c'est bien pour démarrer, mais d'abord, les blocs, ce sont des particularités de chaque simulateur. Tous les simulateurs n'ont pas le même type de bloc et toutes les programmations par bloc ne fonctionnent pas de la même façon. Alors que lorsque vous allez travailler en texte, on retrouve du C++. Donc c'est exactement le même code que ce qu'on retrouve dans l'interface d'Arduino. Et vous pouvez même faire ensuite, une fois que vous avez fait votre simulation et qu'elle fonctionne, vous pouvez faire un copier du code de votre simulateur, le mettre directement dans votre interface Arduino et ça fonctionnera. Donc c'est pour ça que moi, je vous recommande de fonctionner directement avec du texte. Donc c'est ce que je vais faire ici. Alors, quand vous fonctionnez avec du texte, il vous informe qu'il va supprimer les blocs. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là, vous vous retrouvez avec votre code ici, que vous n'avez plus qu'à faire évoluer ou à modifier ou à créer de toutes pièces. Alors il faut savoir qu'à chaque fois que vous mettez une carte Arduino comme composant, eh bien il installe automatiquement un petit programme qui permet de faire clignoter la LED interne, ce qu'on appelle la LED built-in, c'est-à-dire c'est la petite LED qu'on retrouve ici dans tous les Arduino, dans toutes les cartes Arduino, donc la LED interne. Donc ça, sans que vous n'ayez rien à faire, eh bien le programme qui est donné d'office, on va dire, c'est celui-là. Alors, quand vous l'utilisez, si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez, sinon il vous suffit tout simplement de le supprimer, en le sélectionnant et en supprimant. Alors là, je vais le laisser juste pour que vous voyez ce que ça donne. Donc là, j'ai fait CTRL Z pour annuler. Et maintenant, donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, j'ai rien à programmer puisque, comme vous regardez, comme vous constatez ici, j'ai directement raccordé ma LED à la borne moins, la terre, et à la borne plus le 5 volts, en passant par une résistance. Donc là, j'ai aucun programme à faire, c'est juste un exemple, et on va démarrer la simulation, et on va voir que la LED va s'allumer. Alors pour démarrer la simulation, c'est très simple, je clique ici, et là, ma LED, on voit qu'elle s'est éclairée en bleu, et on voit aussi, puisqu'il y avait le programme qui était d'office lorsqu'on a mis notre carte Arduino dans le simulateur, on voit ici que la petite LED interne, là, qui est là, eh bien, elle clignote. Voilà. Donc, c'est très simple. Pour poser les composants, on récapitule. Pour poser les composants, on va les chercher, on clique dessus, on les ramène dans la feuille de travail. Ensuite, une fois qu'on a posé nos composants, pour les raccorder avec des fils,
eh bien, on va cliquer sur la borne qui nous intéresse ou sur le trou de la breadboard qui nous intéresse. Ensuite, on tire nos fils comme on l'a vu tout à l'heure. On a la possibilité de faire des trucs très propres puisque une fois qu'on a tiré un fil, eh bien, on a tous les angles qui sont cliquables et qui nous permettent de faire des choses bien verticales et bien horizontales. Et ensuite, pour démarrer ou arrêter une simulation, on clique sur le bouton ici qui est en haut à droite. Donc là, notre LED s'est allumé, j'arrête la simulation, elle s'éteint, et on a un programme ici que je retrouve dans ma partie code, que je vais pouvoir, si je le souhaite, copier. Donc je fais un CTRL A, alors je me mets dans le programme, je fais un CTRL A et un CTRL C, et ça va me permettre de pouvoir le copier ensuite dans mon interface EDI. Alors, tiens, petite chose au passage, je vais supprimer mon code. On a vu que je vais la redémarrer. Ça tombe bien, tiens, j'ai fait sans le faire exprès. Donc ma résistance, vous voyez que ma LED, vous voyez qu'elle s'est éclairée, mais elle n'est pas trop éclairée. Pourquoi? Parce que en fait, la résistance que j'ai mis, elle est trop élevée. J'ai mis une résistance ici de 1 kΩ. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit que quand on clique sur un composant, on a sa fiche ici qui apparaît, et on va pouvoir modifier les paramètres de ce composant. Alors par contre, pour ça, il faut arrêter la simulation. On ne peut pas le faire en cours de simulation. Donc là, je l'ai arrêté. Et là, ma résistance qui était de 1 kg, je vais la transformer en 220 ohms. Donc là, je change l'unité, je mets des ohms. Et ici, je vais mettre 220 ohms. Voilà. Donc on voit que ma résistance, les petites barres ont changé, ce qui est normal, puisque je n'ai pas la même valeur de résistance. Et maintenant, si je redémarre mon simulateur, on voit que ma LED est un petit peu plus éclairée, ce qui est normal, puisque j'ai mis une résistance plus faible. Alors, quoi vous dire d'autre? Vous pouvez faire disparaître les composants si vous voulez avoir plus de place de cette manière-là. Vous pouvez également, quand vous cliquez ici sur ce petit bouton ici, avoir la possibilité de centrer et d'avoir le maximum de zoom sur votre montage. Et vous pouvez, avec la petite roulette de la souris, vous pouvez faire des zooms, augmenter le zoom ou le diminuer. Hein, et quand vous voulez revenir à une valeur de base, vous cliquez ici, et là, ça vous redonne le montage que vous avez fait, bien centré sur votre page de travail. Voilà, donc en fait, il est très simple, je recommande, alors il y en a d'autres, des simulateurs, mais soit ils ne sont pas gratuits, soit ils ne sont pas aussi ergonomiques. Celui-là, je le trouve presque parfait, je ne dis pas parfait parce que la seule chose que je peux lui reprocher, c'est qu'il manque un ou deux composants importants, comme le stepper par exemple, qui pour l'instant n'y est pas, j'espère qu'ils le mettront d'ici peu. Vous avez des relais, mais ce ne sont pas les mêmes relais que vous avez dans les kits de démarrage. Mais en dehors de ces deux composants-là, vous avez à peu près tout ce qui existe dans les kits de démarrage, et même, vous en avez même beaucoup plus que ce qui existe dans les kits de démarrage. Voilà. Alors, maintenant qu'on a vu le fonctionnement du simulateur, on va mettre en application tout ça en regardant comment fonctionne le montage de déverrouillage électronique d'un coffre. Alors pour ça, j'ai déjà évidemment tout préparé. Donc j'ai mis tous mes composants, alors ça m'a pris un petit peu de temps, hein, mais je l'ai fait exactement de la même manière que ce que l'on a vu tout à l'heure, à savoir j'ai pris à chaque fois les composants, je les ai installés sur ma carte et je les ai raccordés les uns après les autres avec les fils de différentes couleurs, et j'obtiens au final ce montage-là. Alors, le code, il est là. Comme c'est un code qui est relativement dense et important, je crois que c'est même le premier qui est aussi dense et important depuis le début des tutoriels, j'ai fait un copier-coller pour que ça soit plus clair et je l'ai mis directement dans l'interface d'Arduino. Mais avant qu'on étudie ce code-là en détail, je vais vous montrer donc le résultat, c'est-à-dire on va lancer le simulateur
et on va regarder comment fonctionne ce programme de déverrouillage, pour que ce soit ensuite plus simple pour moi de vous expliquer les différentes étapes du programme. Je vais lancer la simulation. Donc, comment que ça se passe? En fait, vous avez ici 5 boutons. Vous avez des boutons de poussoir. Donc, les 3 premiers, le premier relié à une LED rouge, le deuxième à une LED bleue et le troisième à une LED verte, vont nous permettre de rentrer le code par impulsion successive. Ensuite, j'ai ici un bouton validation qui va permettre de valider le code quand je penserai que ce soit le bon code, et un bouton de remise à zéro. Alors, on va commencer. Donc, j'appuie sur le premier bouton, je vois que j'ai ma LED rouge qui s'allume un moment et que j'ai un qui s'est mis pour la LED rouge. Donc, j'appuie une deuxième fois, j'ai 2, ma LED rouge s'allume. Ensuite, je fais la même chose pour le bouton bleu, donc on va le dire une fois, et pour le bouton vert, on va dire que je vais appuyer 3 fois. Donc, une fois que j'ai entré mon code, ici 2, 1, 3, je valide le code, et comme il est faux, l'afficheur me met qu'il est faux et qu'il reste plus que 2 essais, puisque je suis parti du principe qu'on ne pouvait faire que 3 tentatives, et qu'au bout de la 3e tentative, eh bien, on bloquait le système. Alors, là, une fois que j'ai ce message, je ne peux plus rentrer de code ici ou valider quoi que ce soit, tant que je n'ai pas fait une remise à zéro ici. Alors, pourquoi j'ai fait ça? C'est pour que le message reste et qu'on le voie. Et pour pouvoir faire notre 2e tentative, eh bien, je fais une remise à zéro ici. Donc, je me retrouve sur l'affichage initial. Je vais à nouveau rentrer un mauvais code, volontairement. Donc, par exemple, ici, 1, 1, 2. Je le valide. Il me met à nouveau code faux, reste un essai. À nouveau, tout est bloqué. Je ne peux plus rien faire, sauf appuyer sur le bouton RAZ, donc je le fais, et je vais à nouveau rentrer un code faux. Par exemple, on va faire le 5, on va pas faire trop long, le 5, 1 et 2, voilà, et je valide ce coffre, et là il me met coffre bloqué, et du coup, là je ne peux plus rien faire du tout. Donc, pour pouvoir refaire des tentatives, il faut soit appuyer sur le bouton Reset de l'Arduino ici, soit je suis obligé d'arrêter ma simulation et de redémarrer ma simulation. Alors, ça, c'est fait volontairement, c'est le principe que quand vous avez fait trop de fois un code, eh bien, ça bloque le système et il faut une intervention extérieure, on va dire, pour pouvoir réutiliser le système de déverrouillage. Alors, maintenant, je vais faire le bon code. Donc, j'avais mis 1, 2, 3 comme bon code. Donc, et on va voir ce que ça donne. Donc, je rentre une fois, 2 fois, 3 fois le bouton vert. Voilà. Je valide. Et là, il me met code OK, ouverture coffre. On voit que le servomoteur a fait un quart de tour. Ça simule l'ouverture d'un coffre. Et ensuite, j'ai le message coffre ouvert. Voilà. Et si je veux refermer mon coffre et on repart pour un tour, eh bien je refais une remise à zéro et mon servomoteur se remet en position de fermeture. Alors voilà pour ce qu'on obtient, et maintenant on va voir en détail le programme qui fait fonctionner tout ça. Alors voilà le programme. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai mis dans l'interface Arduino pour que ce soit plus grand et plus clair. J'ai fait un copier-coller tout simplement du programme qui était dans le simulateur et je l'ai collé dans l'Arduino. Alors, comme d'habitude, toujours nos 3 parties pour le programme. Une première partie où on va inclure les bibliothèques. Donc là, on a la bibliothèque de l'afficheur, la liquide cristal, et on a la bibliothèque du servomoteur que l'on met en début de programme. Ensuite, on va utiliser la fonction define dont on a vu le fonctionnement dans la vidéo précédente, la vidéo numéro 9. Define permet à un mot d'affecter une valeur
Et en fait, ça permet d'avoir une lecture plus claire du programme. On n'est pas obligé de passer par cette étape, mais plutôt que d'avoir des numéros dans notre programme au moment où on va avoir besoin de ces informations-là, eh bien, on affecte un mot qui va être plus clair pour la lecture. Pin lettre rouge, c'est la pin numéro 10. Donc, j'affecte au mot-clé pin LED rouge, j'affecte 10. Et 10, c'est le pin de mon Arduino, la broche de mon Arduino, à laquelle j'ai mis la LED rouge, où j'alimente la LED rouge. Donc, je fais ça pour tous mes mots-clés, donc pour les LED, mais aussi pour les poussoirs, puisqu'on a vu qu'il y avait 5 poussoirs. Donc il y en a un qui est raccordé à la broche numéro 2, l'autre à la 3, à la 4, à la 5, et le bouton validé qui est raccordé à la broche numéro 6. J'ai également mis, pour une meilleure lecture, le pin auquel est raccordé le servomoteur, qui est le 9. Et enfin, au mot code, j'ai affecté le code 1, 2, 3 ici, ou 123 plus exactement, qui est le code secret d'ouverture du coffre. Donc là, vous pourrez le modifier à votre guise et mettre le code que vous avez décidé d'avoir pour votre ouverture. Ensuite, j'ai déclaré une variable mon afficheur, d'accord, donc ça aussi on l'a vu dans une vidéo précédente que j'ai même fait 2 vidéos sur les afficheurs. Donc j'affecte la variable mon afficheur qui est un afficheur de 16 caractères sur 2 lignes avec ici l'adresse puisque je l'ai raccordé aux broches A4 et A5 et donc on doit mettre ici 39. Tout ça c'est expliqué dans les vidéos qui concernent l'afficheur. Et enfin j'ai déclaré la variable mon cerveau qui est la variable de mon cerveau moteur. Ensuite, j'ai besoin de plusieurs variables, des variables de type entier, donc int, integer, nombre rouge, nombre bleu et nombre vert, qui seront les variables qui vont enregistrer le nombre de fois où on aura appuyé sur le bouton correspondant au rouge, le bouton correspondant au bleu et le bouton correspondant au vert, c'est-à-dire les 3 boutons qui nous permettront de rentrer notre code. Ensuite, j'ai 2 variables qui vont me servir pour mesurer un temps, et on va voir un petit peu comment on utilise ces variables-là, et comment on mesure un temps, parce que je vais avoir besoin de connaître le temps qui s'est écoulé entre 2 actions successives. On va voir ça un petit peu plus loin. Donc j'ai une variable hold temps, vieux temps et nouveau temps, donc qui vont nous permettre, comme je vous le disais, de déterminer le temps qui s'est écoulé entre 2 actions. Et enfin, j'ai une variable entière qui est le nombre de tentatives restants que j'initialise ici à 3 donc, et qui, comme son nom l'indique, va me permettre de connaître le nombre de tentatives qu'il reste encore à l'utilisateur pour faire le code. Ensuite, j'ai 2 variables booléennes. Alors, je vous rappelle, on l'a déjà vu aussi, mais les variables booléennes, ce sont des variables qui peuvent prendre 2 valeurs seulement, la valeur vraie et la valeur fausse, donc true ou false. Alors, j'ai une variable booléenne que j'ai appelée RAZOK qui me permet de savoir si on a bien activé le bouton poussoir de remise à 0, puisque comme on l'a vu dans le fonctionnement, une fois qu'on a un message comme quoi notre code est faux, il faut absolument avoir appuyé sur le bouton RAZ, donc remettre l'afficheur à 0 pour pouvoir continuer. Et bien c'est grâce à cette variable booléenne RAZOK que je vais savoir si oui ou non ce bouton a été appuyé ou pas. Et enfin, j'ai une variable booléenne que j'ai appelée coffre bloqué et qui, elle, va me permettre de savoir si mon coffre est bloqué ou pas. Donc si, en fait, l'utilisateur a fait 3 faux codes d'affilée. Alors là, je l'initialise à false. Ensuite, donc à faux. Ensuite, on va, et ça c'est une chose qu'on n'a pas vue jusqu'à présent dans les tutos, on va créer notre propre fonction qui permettra de remettre le système à 0. Alors, ça sert à quoi de créer sa propre fonction? Quand vous avez besoin dans un programme, à plusieurs endroits différents, de faire exactement les mêmes actions, donc là par exemple la remise à 0,
eh bien, plutôt que de réécrire tout ce que doit faire le programme à chaque fois que vous en avez besoin, donc ça prend un certain nombre de lignes et de place en mémoire. Donc, eh bien, au lieu de faire ça, on va créer une fonction, et quand on aura besoin de faire toutes ces actions-là, eh bien, il nous suffira juste d'appeler R à Z, et toutes ces fonctions ici, toutes ces indications-là seront faites et seront appelées et seront faites par le programme. Donc ça permet de simplifier le programme et d'avoir quelque chose de plus clair. Alors, comment on fait pour créer une fonction? C'est très simple. On va mettre le mot-clé void. Ensuite, on va donner le nom que l'on veut à la fonction. Là, je l'ai appelé R à Z, avec deux parenthèses. Et on va mettre des accolades entre lesquelles on va mettre toutes les actions que l'on veut faire lorsque la fonction R à Z sera appelée. Alors, j'en profite pour vous dire deux choses. Ici, le mot-clé void signifie que la fonction, quand on va l'appeler, on n'attend pas d'elle qu'elle nous renvoie une valeur. D'accord? Là, dans le cas de la fonction remise à 0, je fais un certain nombre d'actions comme effacer l'afficheur, allumer le rétroéclairage, etc., etc. On va voir ça tout à l'heure. Donc, mais je n'attends pas de cette fonction qu'elle me renvoie une valeur. Si j'ai besoin de récupérer une valeur, eh bien on va voir que c'est possible aussi, on le verra dans un futur tuto. Il suffit d'indiquer devant la fonction, le type de valeur que l'on attend, si c'est une valeur entière, si c'est une valeur, si c'est une chaîne de caractères ou autre, d'accord, mais ça on verra ça dans un tuto ultérieur. Mais là, dans cette fonction-là, je n'attends rien d'elle, uniquement qu'elle me fasse qu'il y a entre les accolades, et donc je mets uniquement ici le mot-clé void, le nom de ma fonction, et entre accolades, tout ce que je veux qu'elle me fasse. Alors, juste une petite chose, vous voyez que quand je clique juste devant l'accolade ici, j'ai une autre accolade qui est entourée, ça veut dire que c'est l'accolade qui correspond à celle que j'ai ouverte ici. Ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si ici je clique juste devant l'accolade, eh bien elle me met l'accolade correspondante. Voilà, c'est un petit détail, mais c'est important de le savoir, parce que quand on a beaucoup de fonctions qui sont imbriquées les unes dans les autres, eh bien, parfois c'est bien de savoir quelles accolades correspondent à quelle autre accolade. Alors, notre fonction R à Z, elle va faire quoi? Elle va d'abord remettre l'afficheur à 0, c'est-à-dire elle va l'effacer, donc c'est la fonction clear ici, elle va allumer le rétroéclairage, et ensuite elle va repositionner, comme à la base, comme à l'origine, les lettres R, B et V, qui correspondent à rouge, bleu et vert, aux différentes, bien positionnées comme il faut sur l'afficheur. Et donc ça, pour la partie afficheur, encore une fois, on a fait déjà 2 vidéos là-dessus pour regarder le fonctionnement. Ensuite, ça va remettre à 0 toutes les variables, la variable nombre rouge, nombre bleu, nombre vert, all temps, new temps, tout ça, ça va être mis à 0. Ça va remettre en place à la position 0 le servomoteur, et ça va également mettre la variable R à Z OK à true. Donc voilà, ça c'est pour la partie création de notre propre fonction. Donc toute la partie création d'une fonction, elle se met dans la première partie dans le programme, c'est-à-dire avec les bibliothèques et avec la déclaration des variables et des constantes. Ensuite, on a notre partie setup. Alors, dans notre partie setup, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste initialiser les différentes variables. Donc, la variable mon cerveau, on va déclarer que le servomoteur est attaché à la pin servomoteur. Donc, la pin servomoteur, si on regarde dans define ici, on voit que c'est la pin numéro 9. Donc, ici, ça revient à dire que mon cerveau, le servomoteur, est raccordé à la broche numéro 9 de l'Arduino. Pareil, on va initialiser notre afficheur.
donc en mettant la fonction init, et ensuite on va déclarer le mode entrée ou sortie des différentes broches. Donc tout ce qui concerne les LED, ce sont évidemment des broches de sortie, puisqu'on va sortir une information qui va aller dans les LED, et tout ce qui concerne les boutons poussoirs, ce sont des modes entrée, d'input, puisqu'on va récupérer l'information qui nous sera donnée par le bouton poussoir. Et dans notre fonction setup, à la fin, on va appeler notre fonction RAZ. Donc, c'est exactement comme si j'avais écrit tout le texte qu'il y a entre les accolades de la fonction RAZ, mais au lieu de ça, je n'ai juste qu'à appeler ma fonction et toutes ces actions de cette fonction vont se faire. Donc voilà pour la partie setup. Ensuite, pour la partie loop. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand notre coffre se bloque, il faut qu'il ne se passe plus rien. Donc pour ça, j'ai ma variable coffre bloqué. Donc je vous rappelle qu'on l'a initialisé ici à faux, puisqu'on démarre, le coffre n'est pas bloqué, ça c'est normal. Et je vais vérifier l'état de ma variable bloquée, et si le coffre n'est pas bloqué, alors je vais exécuter tout ce qui se passe derrière, sinon je ne fais rien. Si je regarde quelle est l'accolade qui correspond à l'accolade d'ouverture des actions après mon si, je descends jusqu'en bas de mon programme et je vois que c'est la dernière ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la condition qui est entre parenthèses ici n'est pas vraie, alors je n'exécuterai rien. Donc, si mon coffre est bloqué, on va arriver dans la boucle loop, on va regarder ce qui se passe entre les parenthèses ici, on va voir que le coffre est bloqué, on va voir comment, et comme il est bloqué, on n'exécutera pas tout ce qu'il y a entre les accolades, c'est-à-dire en fait on n'exécutera rien, puisque tout ce qu'il y a entre les accolades, c'est tout ce qu'il y a dans la boucle loop, et donc on reviendra au début, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, plus rien ne pourra se passer, et c'est le but recherché. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a mis ici entre les parenthèses du if? Je rappelle que comment fonctionne un if, ça aussi on l'a vu dans des vidéos précédentes, mais je fais un petit rappel. Un if n'exécute ce qu'il y a entre les accolades que à la condition que ce qu'il y a entre les parenthèses soit vrai. D'accord? Or, je vous ai dit tout à l'heure que la variable booléenne coffre bloqué était à faux. Donc, si je mets si coffre bloqué, alors on fait tout ce qu'il y a entre les accolades, eh bien en fait on ne fera jamais rien. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc, vous remarquerez que devant coffre bloqué, il y a un petit point d'exclamation. Et ce point d'exclamation, en fait, il veut dire pas. Donc comment je lis ça? C'est si le coffre bloqué, si je n'ai pas le coffre bloqué, d'accord, alors je vais faire ce qu'il y a entre les accolades. Et ce point d'exclamation, en fait, il inverse la valeur de ce qui le suit. Par exemple, si coffre bloqué a une valeur faux, false, alors point d'exclamation coffre bloqué sera vrai. Et si point d'exclamation coffre bloqué est vrai, alors on va effectivement faire tout ce qu'il y a entre les accolades. Donc, quand mon coffre bloqué a une valeur fausse, donc quand mon coffre n'est pas bloqué, d'accord, alors le point d'exclamation coffre bloqué lui a une valeur vraie, et donc on va exécuter ce qui est entre les accolades. A contrario, quand j'aurai ma variable coffre bloqué qui est à true, à vrai, alors point d'exclamation coffre bloqué sera à faux, puisque je vous ai dit que le point d'exclamation inverse la valeur. Donc si ce qu'il y a entre les parenthèses est faux, alors on n'exécute pas ce qu'il y a entre les accolades. Et donc en fait on n'exécute plus rien et on va tourner comme ça de façon infinie. Donc en fait le système est bloqué. Voilà. Et c'est effectivement ce qu'on cherche. Donc je rappelle, je fais un petit récapitulatif. Ce que signifie cette ligne, c'est si je n'ai pas le coffre bloqué,
alors j'exécute ce qu'il y a entre les accolades. Et comme à la base et dans l'initialisation, mon setup, j'ai à initialiser la variable coffre bloqué à faux, eh bien, point d'exclamation coffre bloqué sera vrai, et donc, au démarrage de mon programme, je vais effectivement exécuter tout ce qu'il y a entre les accolades. Tant que coffre bloqué sera faux, à la valeur false, alors j'exécuterai ce qu'il y a entre les accolades. Et quand le coffre bloqué sera à true, alors point d'exclamation true, ça devient false, c'est l'inverse. Donc si point d'exclamation coffre bloqué est faux, alors je n'exécuterai pas ce qu'il y a entre les accolades. Voilà comment on fait pour bloquer le système. On met une fonction if, une condition if, et on fait en sorte que si cette condition n'est pas respectée, eh bien, tout ce qu'il y a dans la boucle loop ne s'exécute plus, et donc ça revient à dire que notre système est bloqué. Voilà. Ensuite, on va regarder cette nouvelle fonction, qui est la fonction mealy avec des parenthèses. Cette fonction, elle vous donne le nombre de millisecondes qui se sont écoulées depuis le démarrage du programme. À partir du moment où le programme démarre, eh bien, on a un certain nombre de millisecondes qui s'écoulent. Eh bien, quand on veut savoir exactement le temps qui s'est écoulé depuis le début du programme, eh bien, on utilise la fonction mealy. Alors là, quand je vais rentrer dans ma boucle, je vais récupérer le temps qui s'est écoulé depuis le démarrage de mon programme. Et ensuite, je vais l'utiliser. Nous allons voir comment. Alors, j'ai séparé pour que ce soit plus clair, parce que comme le programme est assez lourd, donc j'ai essayé de faire les choses les plus claires possibles. On a cette partie-là qui va gérer le bouton rouge. Moi, ce que je veux, c'est que lorsque j'appuie sur le bouton rouge, je veux que la LED rouge s'allume et je veux que le nombre de rouge s'incrémente de 1. Alors pour ça, je vais mettre si digital read pin poussoir rouge égale A, ce qui correspond à dire si j'ai appuyé sur le bouton rouge, et puisque je vais avoir besoin de plusieurs conditions pour exécuter ce qui se passe, et que mon RAZ OK est vrai, d'accord, puisque je vous rappelle que pour pouvoir faire en sorte que les boutons poussoirs rouge, vert et bleu soient actifs, il faut qu'on ait au préalable mis la variable RAZ OK à true, et que new temps moins hold temps supérieur à 200 millisecondes, entre parenthèses, alors je vais exécuter ce qui se passe dans cette boucle if. Alors, je vais essayer de vous expliquer tout ça bien en détail. Alors, lorsque j'appuie sur le bouton rouge, je vais, ça on l'avait déjà vu dans les toutes premières vidéos, je vais mettre la valeur de mon pin poussoir rouge à height. Donc, je remplis la première condition ici. Ensuite, au démarrage de mon programme, j'ai initialisé ma variable RAZOK à true. Donc, j'aurai bien mon RAZOK qui sera vrai. Et j'aurai mon new temps moins hold temps qui sera supérieur à 200. Pourquoi? Parce que mon new temps, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le démarrage de mon programme. Mon hold temps, on l'a initialisé à 0, ici, d'accord, dans la fonction RAZ. Or, vous aurez certainement mis plus de 200 millisecondes, parce que 200 millisecondes c'est très court, ça fait 2 dixièmes de seconde. Vous aurez mis plus de 2 dixièmes de seconde pour appuyer sur le bouton rouge la première fois. Donc, cette condition-là sera aussi vraie. Donc, j'aurai à la fois cette condition qui sera vraie, et cette condition qui sera vraie, et cette condition qui sera vraie. Alors, je vais exécuter ce qu'il y a entre ces accolades-là, c'est-à-dire entre cette accolade et cette accolade. Qu'est-ce que je vais faire entre cette accolade? Je vais d'abord dire que mon hold temps
égale mon new temps. C'est-à-dire que je vais marquer, retenir le temps qui s'est écoulé depuis le début au moment où j'ai appuyé sur mon bouton rouge. Je vais le garder en mémoire dans mon hall de temps. Ensuite, je vais éclairer la LED rouge en mettant la fonction digital write puis une LED rouge à height. Ensuite, je vais vérifier que mon nombre rouge est bien inférieur à 9, puisque on ne peut rentrer des chiffres qu'entre 1 et 9. Donc, si elle est inférieure à 9, je vais incrémenter de 1 la valeur de nombre rouge. Ensuite, sur mon afficheur, je vais d'abord allumer mon rétroéclairage. Je vais positionner mon curseur à la au caractère numéro 3, c'est-à-dire le deuxième caractère de la ligne 0, donc la première ligne, et je vais afficher sur mon afficheur la valeur de nombre rouge. D'accord ? Donc, quand j'ai toutes ces conditions-là qui sont réunies, en fait, ce que je vais faire, je vais afficher la valeur de nombre rouge sur mon afficheur. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on appuyait sur nombre rouge, sur le bouton poussoir rouge, on avait la valeur 1, puis 2, puis 3, etc. qui s'affichait. C'est à cet endroit-là du programme que ça se passe. Et si ça n'est pas le cas, c'est-à-dire si j'ai une de ces conditions-là qui n'est pas remplie, alors, dans le cas où j'ai bien 200 millisecondes qui se sont écoulées entre le début du programme et le moment où j'ai appuyé sur le bouton rouge, alors j'éteindrai ma LED rouge. Alors, je vais maintenant expliquer pourquoi on met new temps moins all temps ici et new temps moins all temps ici. Pourquoi on fait ça? Parce que lorsque vous appuyez sur un bouton poussoir, vous allez créer le contact électrique qui va permettre de mettre la broche qui est alimentée par ce bouton poussoir à height. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque vous lâchez le bouton poussoir, même si vous avez l'impression que c'est instantané, que vous avez donné juste un petit appui sur le bouton poussoir, en fait, ce qui se passe, c'est que votre bouton poussoir, pendant au moins enfin en général, ça prend 1/10 de seconde, il reste en contact. Le contact se fait toujours, d'accord? Et donc, si vous ne mesurez pas le temps qui s'est écoulé entre le moment où vous avez appuyé sur le bouton poussoir et que vous ne mesurez pas ce temps-là, à ce moment-là, vous risquez d'avoir plusieurs incréments de la valeur nombre rouge qui vont se faire alors que ce n'est pas ce que vous voulez. Je vais vous expliquer ça. On va prendre un exemple. Je rentre dans ma boucle. Mon new temps que j'ai mesuré ici, je vais dire n'importe quoi, on va dire qu'il est à 10 000 millisecondes. J'arrive dans ma boucle ici, j'ai appuyé sur mon bouton poussoir, donc cette condition est remplie. Mon RAZ est OK, donc j'ai bien ma valeur RAZ qui est vraie. Et compte tenu que mon hold de temps il est à 0, puisqu'on vient de rentrer, c'est la première fois qu'on rentre dans la boucle, d'accord? Eh bien, 10 000, si je prends le cas de figure, l'exemple où new temps égale 10 000, si je prends 10 000 moins 0, je suis bien supérieur à 200, et donc je vais exécuter tout ça. Maintenant, quand je vais lâcher mon bouton, s'il s'est écoulé, et les boucles loop se font très rapidement, elles vont certainement s'effectuer en quelques millisecondes. D'accord? Donc ce qui se passe, c'est que la deuxième fois où je rentre dans ma boucle loop, ce qui se passe, c'est que si je ne mets pas cette condition-là, eh bien, mon bouton poussoir, même si je l'ai lâché, il fait encore contact. D'accord? Et la boucle loop va encore enregistrer une incrémentation de nombre rouge, d'accord, et me mettre 2 ou 3 ou 4 incrémentations de suite, alors que moi, j'en voulais qu'une. D'accord? Pourquoi? Parce que même si j'ai lâché mon bouton rouge, il reste en contact, le contact électrique reste encore pendant quelques dixièmes de seconde, quelques centaines de millisecondes, d'accord? Et
Comme la boucle se fait encore plus vite que ça, eh bien, il va encore retrouver ces conditions-là comme étant vraies et il va réincrémenter à nouveau le nombre de rouges alors que ce n'est pas ce qu'on veut. D'accord ? Alors, pour éviter ça, je vais vérifier mon new temps moins old temps et je vais voir si on est supérieur ou pas à 200 millisecondes. Alors, je refais la boucle. Donc, la première fois, on était à 10 000 pour new temps et à 0 pour old temps, donc on est bien à 200, on est bien supérieur à 200. Ensuite, vous constatez que j'ai mis old temps égale new temps, donc mon old temps, il prend la valeur de 10 000, d'accord ? Je refais, tout le reste de ma boucle s'effectue, je reviens ensuite, après peut-être, mettons, 50 millisecondes, je reviens ici, je vais reprendre mon new temps, donc lui, il va valoir 10 050, d'accord ? Mon bouton poussoir, même si je l'ai lâché, il fait toujours contact, donc j'aurai toujours cette valeur à height. Mon RAZ OK, lui, restera toujours à true, d'accord ? Mais, comme mon new temps qui est à 10 050 et mon old temps, il est à 10 000, j'aurai 10 050 moins 10 000, ce qui est égal à 50, on ne sera pas supérieur à 200 millisecondes, et donc on ne va pas refaire inutilement ce qui est entre les accolades ici. D'accord ? C'est ce qu'on appelle en fait un anti-rebond. Ça permet d'éviter que le temps que vous lâchiez le bouton poussoir, ça prend un certain temps avant que le contact électrique ne se fasse plus. Eh bien, pour éviter d'avoir une redondance d'informations, on met ça vous permet d'avoir une fois et une seule les conditions, enfin une seule fois et une seule, on va réaliser tout ce qui est entre les accolades. Voilà. Et ici, lorsqu'on a lâché le bouton, on fait le même contrôle ici, entre new temps et old temps, pour remettre ma LED, pour rééteindre ma LED. Et c'est pareil, si je ne fais pas ce contrôle-là, eh bien ma LED va s'éteindre trop vite. Je ne vais même pas avoir le temps de l'avoir s'allumer, qu'elle sera éteinte. Et donc pour éviter ça, pour laisser le temps à la LED suffisamment de se rester allumée, eh bien on va mettre cette condition-là ici. Donc ça, c'est pour la gestion du bouton rouge. Je ne vais pas vous faire le détail du bouton bleu et du bouton vert parce que c'est exactement les mêmes choses. On va voir le bouton RAZ. Alors, lorsque j'ai testé que mon bouton RAZ était appuyé, donc pin poussoir RAZ, digital read pin poussoir RAZ égale height, et pour les mêmes raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, que j'ai new temps moins old temps qui est supérieur à 200, alors je vais d'abord allumer ma LED et ensuite je vais appeler ma fonction RAZ. D'accord ? Et comme on l'a vu tout à l'heure, la fonction RAZ, elle contient un certain nombre de choses à faire. Eh bien, elles vont toutes s'exécuter ici. Voilà, ça c'est l'utilité, comme je vous le disais précédemment, l'utilité des fonctions de remise à zéro, c'est que si à chaque fois qu'on a besoin de faire cette remise à zéro, on devait écrire toutes les fonctions qui sont incluses dans cette remise à zéro, ça, on serait obligé de réécrire plein de fois la même chose et ça serait beaucoup trop lourd. Donc, quand j'appuie sur mon bouton RAZ, j'éclaire ma LED blanche et je remets à zéro mon système. Et pour la même raison, si je n'ai pas appuyé sur la LED, sur le bouton poussoir depuis plus de 200 millisecondes, alors j'éteins ma LED blanche. Et enfin, il y a le bouton valide. Donc, quand j'appuie sur mon bouton valide, donc si j'ai pin poussoir digital read pin poussoir valide égale height n RAZ OK n new temps moins old temps supérieur à 200, alors je vais là contrôler si mon code est bon. Pour ça, je vais la valeur du code ici, c'est ce que j'ai rentré au tout début dans mes define. Ici, j'avais mis code égale 123. Pour savoir si le code est exact, eh bien, je vais multiplier le nombre de rouges par 100, le nombre de bleus par 10
et le nombre de vers par 1, donc je rajoute simplement le nombre de vers, et je vais le vérifier avec le code. Donc si par exemple j'ai bien rentré le bon code, c'est-à-dire 1, 2, 3, je vais avoir 1, nombre rouge égale 1, ça fait 1 fois 100, 100. Nombre bleu égale 2, donc 2 fois 10, 20. Et nombre vert égale 3, donc ça fera 100 plus 20 plus 3, 123. Et je retrouve bien le code que j'avais mis au départ. Alors, si effectivement j'ai rentré la bonne valeur, alors ce qui se passe, c'est que je vais rentrer le message qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça se passe ici. Je vais afficher code OK avec ouverture du coffre. Je vais attendre une petite seconde. Je vais ouvrir le coffre, donc ce qui est symbolisé par le fait que je fais tourner de 90 degrés mon servomoteur. Et ensuite, j'attends encore un petit peu, une seconde, et j'inscris le message coffre ouvert. Et ça, c'est donc tout ce qui se passe entre ces accolades-là, donc celle-ci et celle-ci, hein, vous voyez, c'est pas mal de savoir où on est en cliquant juste devant l'accolade pour savoir à quelle autre accolade ça correspond. Donc, si mon code est exact, on fait tout ça. Si en revanche, mon code est faux, donc sinon, je diminue le nombre de tentatives restantes. Alors pour ça, je fais plus égale moins 1, ce qui veut dire que j'ajoute moins 1 à mes nombres de tentatives restants, donc c'est comme si je l'avais diminué de 1. Je mets RAZ OK à false. Pourquoi? Parce qu'on a vu que tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton RAZ, je ne peux plus actionner les autres boutons. Or, vous avez vu que lorsqu'on avait la gestion des boutons ici, il fallait que mon RAZ soit à true. Donc là, en mettant ici mon RAZ à false, eh bien, tant que je n'ai pas fait quelque chose pour mettre mon RAZ à true, eh bien, je ne pourrai plus actionner mes boutons. Et ce quelque chose pour mettre mon RAZ à true, eh bien, c'est appuyer sur le bouton RAZ. Puisque ici, quand j'appuie sur le bouton RAZ, j'appelle ici la fonction RAZ, et cette fonction RAZ, si vous vous souvenez, il y a dans les actions qu'il y a à faire, c'est remettre la variable booléenne RAZ à true. Donc, pour résumer, quand mon code est faux, j'ai mon RAZ qui est à false, donc à partir de là, toutes mes actions sur les boutons deviendront nulles, puisque mon RAZ sera à false, et pour pouvoir, et que c'est une condition indispensable pour faire les actions nécessaires lorsque j'appuie sur tel ou tel bouton. Donc lorsque j'ai mon RAZ qui est à false, je ne peux plus actionner mes boutons. Et pour pouvoir retrouver la valeur vraie de mon RAZ OK, il faut que j'ai appuyé sur le bouton RAZ. Ensuite, donc toujours si le code est faux, j'efface mon écran et je vais indiquer, alors, selon les cas de figure, soit mon nombre de tentatives restant est égal à 0, auquel cas j'avais affiché coffre bloqué reset Arduino, soit mon coffre bloqué, alors ça c'est si mon nombre de tentatives restant égale 0, d'accord. Si ça n'est pas le cas, alors je vais écrire code faux, reste, et si le nombre de tentatives restant égale 2, je vais écrire essai avec un S, et si le nombre de tentatives restant égale 1, donc je mets essai sans S. Voilà. Donc ici, vous avez l'intégralité du programme. C'est un programme un peu compliqué, mais dans lequel on a vu pas mal de nouvelles choses, et entre autres la création de fonctions, la fonction mealy, etc., etc. Donc, je vous rappelle que le programme, vous pouvez le retrouver sur mon site et que vous avez le lien de mon site qui se trouve dans la description de la vidéo. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne pour avoir la suite
suite de mes tutos. Et dans le prochain tuto, on verra comment faire fonctionner la télécommande infrarouge qui est dans le kit de démarrage. Merci.